Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Walkout, votre podcast MMA spécialisé sur l'extra sportif, l'image, la communication, les sponsors, l'entrepreneuriat. On parle de tous ces sujets-là avec les différents invités que je reçois autour de ma table. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode et une première en matière d'entrepreneuriat, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi, monsieur Soleiman Sarniac. Bonjour Soleiman, comment tu vas ? Salut Romain, ça va super. Écoute, merci beaucoup. Tu m'honores de ta présence aujourd'hui. Tu as monté avec ton associé Pierre, qui n'a pas pu être là. Aujourd'hui, on expliquera pourquoi, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Tu as monté la marque Lanceur Fighting. On peut voir normalement derrière toi les gants. J'ai également le petit pull, je recommande. J'ai reçu Tom Di Gasparo, un athlète que vous connaissez bien un peu plus tôt dans la matinée. Ça me tenait à cœur de faire ce premier épisode de ce podcast avec lui, puisque c'est le premier athlète avec qui j'ai commencé à travailler. Dans cette même dynamique, avec Pierre, vous êtes les premières personnes sponsors / partenaires avec qui j'ai également commencé. Ça fait un peu plus de 2 ans. Non, même pas, ça fait 2 ans, même un peu moins de 2 ans qu'on se connaît. On peut le dire, commencer en même temps. On continue encore aujourd'hui d'évoluer ensemble. On a des parcours, je pense, professionnels et scolaires que tout oppose. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand on reçoit un athlète dans un podcast, en interview, ce qui va nous intéresser, c'est surtout son parcours sportif, son palmarès. En phase d'entrepreneur, on va surtout parler du parcours pro-scolaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Bien sûr, ouais, du coup, donc, j'ai fait une école STI 2D. J'ai fait mon bac STI 2D. Ensuite, je suis parti sur une école de programmation, Epitech, 1 an. J'ai fait aussi entre les deux 1 an aux États-Unis, à Miami, école de langue. Et après, Epitech, c'était un petit peu trop scolaire, on va dire. Et du coup, et puis surtout, j'avais plus de thunes. J'ai fait la première année 8 000 € par année. Et j'avais pas 40 000 €, donc je suis parti à l'armée. Donc je suis allé d'abord voir ce qu'ils avaient comme métier en ligne. Et j'ai vu qu'en fait, ils pouvaient proposer aussi un peu des parcours programmation. Et je me suis lancé. Pourquoi, toi, tu as choisi de te tourner vers l'armée ? En fait, plusieurs choses. Déjà, mon père, il était militaire. Enfin, toute ma famille, ils ont tous été militaires dans l'armée de terre. Et puis, j'avais aussi mon meilleur ami qui était militaire, qui était déjà engagé. Et donc, c'était assez naturel que je m'engage, tu vois. Et puis, j'avais trouvé quelque chose qui pouvait me donner l'équivalent d'études. Et puis, je voulais faire du sport. Tu vois, je pense que c'était un peu le problème d'Epitech, c'est que tu t'éloignais vraiment trop du côté action. Et moi, je voulais retrouver un peu d'action. Donc, est-ce que quand toi tu rejoins l'institution, tu la rejoins sous quelle pas forme, mais quelle fonction ? Je me suis engagé en tant que sous-officier. Donc, tu fais 5 ans. C'est un engagement de 5 ans. Donc, tu as un lien au service, tu peux pas te barrer pendant 5 ans. Et moi, je suis rentré en tant que DASEM, donc c'est détection, analyse des signaux électromagnétiques. Et tu commences sergent. Donc, tu fais 8 mois d'école, puis 6 mois d'école de spécialité. Donc, 8 mois, tu fais vraiment que du militaire. Donc, tu fais stage commando, tous ces trucs-là. Et ensuite, tu fais ton école d'application à Rennes. Et là, tu apprends toute la partie signal technique, quoi. Et ensuite, tu es envoyé dans ton unité. T'es resté combien de temps du coup au sein de l'armée ? Du coup, j'ai fait 5 ans. J'ai fait mon contrat et après, je suis parti. On m'a proposé de faire des... Après, là où je suis actuellement, c'est un peu du paramilitaire, donc ça reste assez proche. On va en parler un peu plus tard tu fais aussi actuellement. Est-ce que toi, tu as une anecdote un peu marquante qui t'a qui t'a marqué, c'est un pléonasme, mais pendant ton parcours militaire ? J'en ai plusieurs. Alors, celle que je peux dire, j'ai fait 2 fois Barkhane. Donc, j'ai fait Mali, Niger, Burkina, et 2 fois. Et d'ailleurs, une de ces 2 fois, on s'est retrouvé avec Pierre. Et sinon, j'ai fait une mission en Asie, mais bon, ça, je peux juste donner la zone, quoi. Ok. Et là, tu peux nous donner une petite anecdote précise sur une de ces 2 missions, ou dans la limite, évidemment, on se doute de ce qui est racontable ? Ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs. Alors, laquelle m'a le plus marqué, c'est assez difficile à dire, mais tu vois, les deux mandats que j'ai fait 2 fois 3 mois. Et les 2 fois, on s'est fait attaquer sur base. Tu vois, donc, il y a vraiment, ça a bougé beaucoup. Et la dernière fois que j'y suis allé, donc c'était début 2022, c'était carrément le Mali là, qui nous demandait de partir. Ouais.
Et bah, pendant ce temps-là, moi, j'étais en avion, j'allais me poser sur Gao, et en fait, les mecs ont commencé à nous viser, quoi, avec enfin, on avait le ciblage radar. Et donc, bah, là, tu transpires, hein, parce que tu peux pas faire grand-chose. C'était pas un avion, c'est pas un avion de chasse, hein, dans lequel j'étais. Et voilà, beaucoup de trucs. Après, beaucoup de trucs avec les locaux, mais ça, peut-être on en parlera plus tard. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir, je pense que ça pourra intéresser les personnes qui nous écoutent. T'arrives dans une institution, t'as un contrat, t'as des missions qui sont bien définies. Tu touches du doigt ce que toi tu recherches, c'est-à-dire l'action, le sport, même j'imagine que se sentir utile pour la cause, c'est super, super, ça te fait te sentir vraiment, vraiment bien, etc. À quel moment est-ce que toi tu as décidé de te tourner vers l'entrepreneuriat? En fait, plusieurs choses. Déjà, moi, j'avais toujours en tête de monter mon entreprise. Donc, à la base, je voulais être développeur. Donc, c'est pour ça que j'étais rentré à Epitech. Ensuite, l'armée, c'était un moyen d'avoir mes études en même temps d'être à un niveau sportif et de servir tu vois, mon pays. Mais j'ai toujours eu en tête que je monterais mon entreprise tôt ou tard. Et même après mon mandat de 5 ans, mon objectif, c'était toujours de monter mon entreprise, mais c'était dans ce domaine-là, tu vois, détection, enfin, les ondes électromagnétiques, le renseignement. Et en fait, c'est Pierre qui est venu me voir juste après l'armée, et on a monté ce projet euh, voilà, qui est un peu différent de mes projets initiaux, mais c'était toujours mon entreprise, quoi. On reviendra dans la prochaine Ouais, partie bien sûr. sur ta relation, ta rencontre avec Pierre, qui est donc ton associé que tu as rencontré au sein de l'institution militaire. Quelles caractéristiques de l'armée est-ce que tu retrouves le plus, toi, dans l'entrepreneuriat? C'est une question qu'on pose beaucoup, parce on va parler de sport de combat, c'est une question qu'on pose beaucoup, par exemple, à Benoît Saint-Denis, qui a un parcours dans les commandos, savoir comment est-ce qu'il arrive à retranscrire ses compétences militaires dans le monde du combat. Ça paraît évident, mais ça me semble aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là de l'entrepreneuriat. Bien sûr, en fait, un peu tout. C'est juste, en fait, les échelles sont différentes. Par exemple, on reçoit une pression morale à l'armée, tu vois, un peu en permanence, et on finit par s'y habituer. Et pareil, il y a des difficultés physiques, tout un tas de trucs. Le seul truc qu'on n'a pas à l'armée et qui est assez complexe quand tu montes ton entreprise, c'est la pression financière. Tu vois, la pression financière, quand tu es à l'armée, tu as ta solde, tu es un soldat. Et donc, bah, tous les mois, tu sais que tu as à peu près, enfin, sauf quand l'armée oublie de te donner l'argent. Mais, mais tous les mois, tu sais que tout est sûr, tu peux prévoir, tu peux faire des prêts. Alors que quand tu montes ton entreprise, là, tu peux très vite avoir des problèmes. C'est complètement irrégulier, tu vois, tu peux avoir des mois creux, des mois pleins. Et donc, c'est beaucoup plus dur. La logistique est plus complexe à mettre en place. C'est intéressant cette vision-là de la double pression. Pour toi, c'est laquelle la plus compliquée? La pression morale dont tu me parles, que tu as vécue à l'armée, ou celle financière à laquelle tu es confronté quand tu lances ta boîte? Ben, en fait, tout est une question d'habitude, tu vois, parce que à l'armée, en fait, tu as 5 ans, bah, déjà, tu as tes 8 premiers mois où on te forme bien, et après, ça devient ta routine, quoi. Et puis, tout n'est pas comme les classes. Tu vois, au début, on te fout la pression, on travaille le matin, machin. Une fois que t'as 2 ans d'armée, 3 ans d'armée, les mecs, ils te font plus chier, t'as que dans tes OPEX. Et même là, on te respecte, surtout quand tu es sous-officier. Donc, je dirais que la partie entrepreneuriale, elle est beaucoup plus aléatoire. Donc, en fait, tu as cette incertitude qui est constante, et donc tu as une pression en permanence. Et même, tu vois, des gens comme Elon Musk, ou tu vois, des grands entrepreneurs qui ont énormément de thunes, bah, eux, ils sentent encore cette pression. Donc, tu vois, c'est quelque chose auquel tu ne t'habitues jamais et qui ne part pas. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est plus dur. La pression financière et l'aléatoire, c'est plus dur. Surtout qu'aujourd'hui, on connaît une situation économique en France qui permet encore moins aux entrepreneurs de pouvoir faire quelques concessions, etc. Donc, je veux bien te croire sur cette partie-là, hein, assez paradoxalement, parce qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, tu vois, quand on n'a pas connu l'exigence de l'armée. Toi, selon toi, dans le business, quelle est la caractéristique la plus importante? C'est la résilience d'un militaire ou c'est la créativité de l'entrepreneur? Ouais, bah en fait, c'est les deux, et les deux sont un peu liés. J'ai 2 anecdotes pour toi qui peuvent un peu imager ce truc-là. C'est que tu vois, j'avais fait des stages commando à l'armée, et j'en ai un qui me vient en tête là, c'était stage commando que j'avais fait à Caso, où en fait c'est la résistance à l'interrogatoire. Donc en fait, tu fais une semaine plus ou moins d'entraînement, et ensuite tu as ta semaine où tu vas galérer, quoi. C'est la mise en pratique. Donc tu pars tout seul, on te lâche à 22h.
Un soir, tu fais ta marche tout seul, t'arrives, tu dors dans ton trou de combat, machin, et ensuite, on te chope, et là, on commence la partie coxage. Donc, les mecs qui vont commencer à te bahuter, à te cracher dessus, à te taper, à te mettre des trucs. Et en fait, là, tu dois faire preuve de résilience. Tu vois. Mais aussi de créativité, parce que, tu vois, à un moment, alors c'était une partie assez singulière, parce que c'était pendant la période Covid, j'avais fait ce stage-là. Et donc, les mecs, ils nous donnaient quand même un masque Covid. Donc, déjà, t'es à poil. Donc, t'es tout nu. Les mecs, ils te foutent des coups, ils te crachent dessus, mais t'as un masque Covid. Ils te mettent un sac à patates par-dessus la gueule, et après, t'es menotté main-pied, et ils te foutent dans un genre de douche. Après, t'es complètement dans le noir. Et en fait, tu vois, j'avais enlevé le masque Covid. J'avais sorti la tige là, qui permet de mouler autour du nez. Et avec ça, j'avais attaché l'élastique à mon doigt et j'avais ouvert les menottes. Et tu vois, là, c'est un peu savoir faire preuve d'innovation sous la pression. Et à l'équivalent dans l'entrepreneuriat, là, c'était il y a 3 mois, donc bon, on mettra le timestamp. Notre fournisseur, il a essayé de nous doubler. C'est qu'en fait, je lui avais envoyé mon design d'un de mes produits il y a très longtemps. Et en fait, le mec, il me dit non, mais en fait, ce design, je peux pas vous le faire parce que on l'a repris et on l'a fait. Et du coup, je veux pas vous refaire le truc. Donc là, il a fallu faire preuve d'ingéniosité, tu vois, et faire un faux brevet le temps qu'on fasse le vrai et lui foutre la pression au max, tu vois, avec des fausses agences d'avocats et tout. Et on lui a foutu la pression grave. Le mec, il a craqué, il nous a fait notre proto. Magnifique. Mais tu vois, ça, c'est le genre de coup de pression où il faut de l'innovation et en même temps, il faut de la résilience parce que, en fait, quand il t'arrive des trucs comme ça, t'as envie de tout lâcher, quoi. T'as envie de péter un câble, de dire, nique sa mère, fais autre chose, quoi. Bien sûr. On va parler maintenant directement, on va rentrer dans le vif du sujet de Lanceur, donc la marque que vous avez fondée en 2023, si je dis pas de bêtises, avec Pierre. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de vous positionner déjà sur ce secteur du sport de combat? Est-ce que c'est le lien avec l'armée, la combativité, etc., qui s'est fait de manière naturelle ou c'était une réflexion un peu plus profonde? Non, en fait, on était tous les deux avec Pierre dans le même régiment, donc au-dessus de Paris. Et en fait, on était un peu les deux seuls qui faisaient des sports de combat. Et du coup, très régulièrement, toutes les semaines, on se foutait sur la gueule. Donc, on prenait nos gants et on était les deux seuls au dojo et on se tapait dessus. Et donc, on avait un peu ce passif, quoi. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, avec la chicha aussi. Et donc, en fait, on se foutait beaucoup sur la gueule et on était un peu passionnés de MMA. Donc, on suivait un peu les mêmes trucs. On regardait, tu vois, les soirs de match, de combat. On regardait les cartes. Et en fait, c'est lui, quand il est parti aussi de l'armée en 2022, comme moi, il a monté, en fait, il est parti à l'étranger. Il a monté sa structure, lui, mais qui était plus dans le sportwear. Et donc voilà, il a fait son aventure. Et à un moment, il m'a demandé un peu des conseils, donc je lui donnais des trucs et tout. Et puis à un moment, il s'est dit non, mais je vais revenir. Et il cherchait un associé. Et donc, c'était assez tout trouvé que ça tombe sur moi. En tout cas, c'est une histoire qui est hyper atypique. On la développera dans la partie suivante. Quand on lance un business, quand on lance une entreprise, une marque, c'est pour répondre à un besoin qui part très souvent d'un constat. Si par exemple je me base sur ce que je fais avec Proxima, c'est qu'il y a le besoin pour les athlètes d'être accompagnés sur l'image, la com, les sponsors, à des fins financières, hein, tu vois, pour maximiser encore une fois les sources de revenus. Vous, quel constat est-ce que vous avez fait sur le marché de l'équipementier français qui vous a poussé à vous tourner sur ce marché-là? Déjà, c'était assez rapide parce que moi, rapidement, je me suis cassé le poignet, tu vois, à la boxe. Donc, il y avait un besoin, alors que j'avais des gants qui coûtaient quand même assez cher. Et donc, il y avait un besoin d'amélioration. Tu vois, je voyais qu'il y avait technologiquement moyen de faire des trucs beaucoup mieux que ce qui était fait. Et en fait, le problème des équipements de combat, c'est que souvent, on rentre dans c'est la mode et donc on le fait. Et donc, ils se ressemblent un peu tous beaucoup, même technologiquement parlant. Et j'ai vu qu'il y avait un marché, j'ai voulu innover. Les sports de combat, ils sont en pleine expansion en France, notamment grâce au MMA. Le
le marché de l'équipementier, c'est un marché qui est très concurrentiel avec des marques françaises. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Venom est une marque française. On peut citer aussi Metal, on peut citer i1 Sport, qui est peut-être plus en plus dans votre niche concurrentielle. Comment est-ce qu'on se différencie aujourd'hui quand on arrive sur le marché, sur un marché déjà établi avec un produit comme le vôtre? Oui, alors c'est complexe, mais nous, nos produits ils sont très singuliers. Tu vois, toutes les technologies qui ont été faites, c'est moi qui les ai faites et breveté tous les trucs. Tout est réfléchi. Donc on n'a pas pris quelque chose qui était déjà conçu et donc on essaye d'innover, de faire au mieux et surtout on essaie de faire des produits qui durent. Tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la consommation rapide et même pour les équipements de boxe, tu vois souvent les gants MMA, il faut les changer tous les ans ou tu sais, tes shin pads ils explosent au bout de 10 minutes. Et pareil pour les gants de boxe. Nous on veut un truc qui protège le combattant, qui va te suivre pendant longtemps et surtout qui soit élégant. Voilà. Vous avez surtout travaillé sur la partie, comme tu dis, technologique. Ouais. Alors on va peut-être pas en parler pour pas trop rentrer dans les détails. Je pense pas que ça se prête spécialement de podcast. En tout cas, c'est quelque chose que vous mettez beaucoup en avant sur les réseaux et sur votre site. Donc j'invite les personnes qui écoutent ce podcast à aller jeter un œil. Les liens seront en description. Pour toi aujourd'hui, la différenciation d'une marque, typiquement en gants de boxe, elle va se faire plus sur la partie technique, sur le branding de la marque ou sur la communauté que vous allez réussir à générer derrière? C'est une question complexe parce que c'est tout l'enjeu. Nous, évidemment, on fait l'emphase sur le côté technique parce que je suis ingénieur, donc forcément, c'est mon domaine de prédilection et concevoir des trucs qui répondent à des problèmes, c'est ce que j'aime faire. Mais évidemment, c'est pas forcément ce qui vend. Ce qui vend, en général, c'est une bonne publicité et une grosse communauté. Voilà. Donc après, il faut que nous, on s'adapte pour aussi répondre à ce besoin-là, tu vois, d'apparition sur les réseaux. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, aussi. En France, et je l'ai appris par de nombreux échanges avec toi et Pierre, mais en France, il n'y a pas d'usine, on peut le dire, qui propose la confection de gants à prix abordable en tout cas. On est souvent, même quasiment tout le temps, obligé de passer par l'étranger. Déjà, une première question, c'est combien est-ce que de prototypes tu vas recevoir avant d'arriver au produit final? Et comment est-ce qu'on construit une relation saine avec un fournisseur? Comment est-ce qu'on le trouve? Comment est-ce qu'on communique avec lui? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est évidemment la question complexe. Donc le nombre de prototypes, en fait, tout va dépendre du produit, évidemment. Donc chaque produit est complètement différent. Mais nous, les premiers, on en a fait énormément parce que prototype juste design, évidemment, au bout de... nous, déjà, pour les gants, c'est au 5e prototype, on avait déjà le design qui était bien. Mais après, tu as une phase de test, si tu veux, un peu comme l'équivalent d'une bêta. Donc en soi, si tu comptes tous les gants de la bêta dans ton prototypage, on est à plus de 100 prototypes, quoi. Et pour les gants MMA, je pense qu'on va être à peu près pareil. Après, on est un peu plus au point sur les gants MMA parce qu'on a l'historique des gants de boxe. Et donc j'espère qu'on pourra le faire avec le moins de prototypes possible. Après, relation avec les fournisseurs, ça c'est au bon vouloir de chacun. Il faut trouver les bons parce que il faut pouvoir avoir plusieurs partenaires si besoin. Et surtout, il ne faut pas qu'ils te la mettent à l'envers. Mais ça, tu peux rien faire parce que en Chine, ils font un peu ce qu'ils veulent. Les protections sur les produits, ils s'en foutent un peu. Et même l'histoire du brevet, en général, ils s'en foutent un peu. C'est juste que là, ils ne voulaient pas perdre un partenaire. Donc c'est encore une fois même c'est un mot un peu à la mode, mais une charge mentale qui est j'imagine, énorme. C'est énormément de temps et d'argent aussi qui est gaspillé pour arriver à un produit final. Donc encore une fois, tout le mérite est à vous de prendre le temps de développer un très beau produit. Et pour les avoir testés moi-même, je vous invite grandement à vous pencher sur ce que font Soleiman et Pierre. J'avais une petite question pour clôturer cette partie-là, un peu plus fun, un peu plus décalée. Est-ce que il y a certains concurrents directs ou indirects, donc qui vont être basés dans le marché de l'équipementier sportif, qui vous inspirent en matière de marketing? Ouais, marketing, il y en a un en particulier, c'est Boxro. Alors, ils font pas de... Alors, je crois que maintenant, ils se mettent à faire des gants, mais ils faisaient pas de gants à l'époque. Mais par contre, niveau marketing, je trouvais que c'était top. Alors, le truc, c'est que eux, c'est vraiment spectaculaire. Ils font des super vidéos sur YouTube, tout ça, c'est très esthétique.
mais en termes de vues, c'est pas forcément les meilleurs. Donc, je m'inspire d'eux parce que c'est élégant. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie marketing? Je pense que la meilleure stratégie marketing, c'est Venom. Parce qu'évidemment, ils ont tellement de thunes. Ils sponsorisent l'UFC. Dès que tu as un nouveau combattant à l'UFC, ils portent du Venom. Donc, évidemment, c'est énorme. Je pense que c'est eux les meilleurs. Mais c'est pas eux qui m'inspirent le plus. C'est d'autres. Et hors univers de l'équipementier et du sport, tu as aussi, toi, une marque ou même, tu vois, une personne qui a un peu d'influence médiatique qui, de par son branding, va va t'inspirer. Question complexe. Ouais, non. Parce qu'il me semble que, alors quand on avait commencé à bosser ensemble, c'était surtout Pierre, il me semble, hein, qui était plus sur la partie com. Il m'avait montré justement certaines influences. Je trouvais ça louable, en fait, de tu vois, pouvoir t'inspirer de ce qui se fait. Parce qu'à un certain niveau, la concurrence, elle est saine aussi. Et je trouve ça cool de s'inspirer de ce qui marche. En tout cas, pour mener un projet à bien, l'essentiel, c'est d'être bien entouré, de maximiser les bonnes relations avec les collaborateurs. On va du coup parler de cette thématique-là, l'entente entre deux associés. On rencontre très souvent ces associés dans le milieu scolaire ou dans le milieu pro. Ça a été votre cas avec Pierre. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où vous vous êtes parlé avec Pierre, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, à mon grand regret? C'est une bonne question. Est-ce que je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé avec Pierre? Évidemment, c'était assez professionnel parce que je passais dans ses bureaux. Mais on va dire il y avait quelqu'un qui nous a rapprochés, qui était entre nous deux, qui nous a rapprochés parce qu'il faisait des blagues. Évidemment, c'est la partie boxe. Hein. Quand on s'est retrouvés dans le dojo à se taper dessus, ça rapproche beaucoup de gens. Et surtout quand on n'est que deux, on finit par être ensemble. Et à quel moment est-ce que vous avez compris que l'association entre vous deux allait pouvoir fonctionner? À quel moment est-ce que vous avez compris que vous allez pouvoir mettre votre relation au service d'un projet entrepreneurial? En fait, on est très différents, Pierre et moi. On l'a un peu toujours vu parce que tu vois, nos profils à l'armée, de ce qu'on faisait, ils étaient assez compatibles. Et d'ailleurs, on travaillait déjà indirectement ensemble à l'armée, à des étapes différentes du renseignement. Et en fait, on a un peu gardé ce principe-là. Lui, tu vois, c'est quelqu'un de très studieux, très carré. Et moi, je suis vraiment plus, dire, la partie créative du projet. Ok. C'est la question que j'allais te poser par la suite. La complémentarité entre deux associés dans une boîte, elle est fondamentale. Est-ce que tu peux nous dire de manière concrète qui fait quoi dans la boîte? Ouais, moi, je suis vraiment plus sur la partie créativité et innovation. Donc, je fais les designs des gants. Après, évidemment, je montre à Pierre à toutes les étapes, tu vois. Toute la logique ou la DA, en gros, c'est moi qui l'a fait. Pierre, il s'occupe un peu de tout ce qui est les rencontres. Bon, là, mauvais exemple. Mais tout ce qui est les rencontres, tout ce qui est préparation, plan. Ok. Voilà. Il est un peu l'entrepreneur du duo et je suis plus le créateur du duo. Aujourd'hui, vous êtes aussi confronté à une réalité en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est compliqué de vivre les premières années du fruit de son travail, donc vous êtes aussi obligé de travailler à côté. C'est l'une des raisons pour laquelle Pierre n'a pas pu venir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en parallèle du développement de Lanceur? Bien sûr, Pierre, il est à l'armée, donc il s'est réengagé en tant qu'officier. Et moi, je suis ingénieur dans les satellites, donc toujours un domaine un peu paramilitaire. Et évidemment, c'est difficile de jongler parce que pour le coup, on a tous les deux des boulots qui demandent beaucoup de temps. Et devoir faire son activité professionnelle, personnelle à côté, c'est assez compliqué. En plus, à côté de ça, vous êtes, on peut le dire, amis, hein, bien au-delà du statut d'associé. Comment est-ce qu'on fait pour dissocier la relation amicale de la relation pro? Ouais, alors ça, c'est assez complexe parce que du coup, dès qu'on se voit, on en parle forcément. Mais c'est pas spécifiquement un problème parce que je pense que c'est tellement bien compartimenté ce qu'on fait. On marche pas sur les plates-bandes de l'autre, tu vois. Donc, on s'impose pas de choses, quoi. Il n'y a pas de conflit en interne.
Et en cas de peut-être désaccord sur certains sujets liés au développement de la boîte, comment est-ce que vous faites pour vous mettre d'accord justement sans que ça empiète derrière sur une relation amicale? Bah, c'est pas vraiment arrivé, donc je pourrais pas enfin, dans tout ce que je vais te répondre, c'est un peu théorique. Mais si ça venait vraiment à un désaccord frontal, en général, quand il y a un désaccord, on en discute et on règle le désaccord, tu vois. Parce qu'en général, s'il a un point de vue ou si j'ai un point de vue, on l'explique à l'autre et l'autre comprend, en général. Mais si c'est vraiment un gros désaccord, ah bah, on tire à pile ou face, À l'ancienne. à l'ancienne. Ok, On se fout sur la gueule sur le ring et ouais, puis. c'est pas méthode un peu à l'ancienne aussi, mais toujours aussi efficace. En tout cas, une marque, elle se construit pas seule, elle se construit aussi à travers ceux qui la représentent. Et aujourd'hui, ça passe beaucoup par le sponsoring, l'affiliation, les personnes auxquelles on va prêter l'image de notre marque pour être représentée à plus grande échelle. Alors, je vais lire parce que j'ai trouvé une petite statistique intéressante. Aujourd'hui, le sponsoring, c'est souvent la stratégie la plus stratégique, ça veut rien dire ce qu'ils ont écrit, pour une marque sportive. Une étude a montré que 66% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter chez une entreprise qui sponsorise un sport ou une organisation sportive ou un athlète qu'ils aiment. Qu'est-ce que vous allez chercher chez un ambassadeur? Ouais, alors déjà, nous, on est en pleine révision, tu vois, parce que jusqu'à présent, on prenait un peu tous les athlètes qu'on aimait bien et on essayait de les sponsoriser. Après, tu vois, quand on a choisi Romain Debienne, c'était vraiment son image collait bien parce que c'est un ancien militaire. Le mec est assez sérieux, il est sympa et c'est un bon combattant. Donc forcément, ça collait nickel avec notre image. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut vraiment des athlètes qui performent et qui se mettent sur le devant de la scène à fond pour qu'il y ait des ventes. Donc, ça, c'est un peu la partie où il faut qu'on fasse encore un effort. Parce qu'aujourd'hui, je peux expliquer aux gens qui sont pas forcément familiers avec ce milieu, quelles sont les contreparties que vont demander un athlète avant de s'engager dans un sponsoring avec une marque comme la vôtre? Alors, en général, les athlètes, les jeunes combattants, ce qu'ils cherchent chez une marque, c'est une stabilité financière. Parce que c'est vraiment le truc que tu cherches quand tu es combattant. Et ça, actuellement, pour nous, on ne peut pas prendre plein de combattants. Il nous faut un combattant qu'on trouve et pour pouvoir lui proposer ça. Mais on ne le fait pas encore. C'est dans les clous, là. Je peux faire un petit appel. Voilà, Un petit appel. Si vous voulez vous proposer, venez nous voir. Hein. Est-ce que vous êtes déjà intéressé, évidemment, à ce qui se faisait de mieux en France en matière de combattants? Souvent, ce qu'on nous demande aussi, ça va être des tickets d'entrée pour officialiser une collaboration. Je pense qu'il y a certaines personnes qui seront intéressées de savoir, est-ce que tu peux nous communiquer certains chiffres? Sans forcément citer les athlètes, mais nous donner telle typologie d'athlète, signé dans telle organisation, on va nous demander tel montant. Alors là, c'est tellement... le problème, c'est que, à part te citer l'UFC et qui balance plusieurs centaines de milliers d'euros par an, bon, bah, nous, on ne peut pas suivre ça, tu vois. Donc, tout dépend de l'orga et tout dépend de la personne. Parce que, tu vois, tu peux... si je prends Benoît Saint-Denis et que je prends... après, William Gomis, c'est quand même un gros combattant, mais... les combattants n'ont rien à voir entre eux. Et donc, les marques ne proposent pas du tout les mêmes prix, même si le mec il est au même niveau dans la même orga, tu vois. Donc, c'est assez difficile. Enfin, une tranche de prix, bah, ça serait à l'UFC, c'est de 20 000 balles par an à plusieurs millions, quoi. D'accord. Et vous, justement, comment est-ce que vous faites pour rentrer en contact avec un athlète? Déjà, est-ce que c'est plus vous qui faites cet effort-là de démarchage, pardon, ou est-ce que c'est les athlètes qui vont vous démarcher? Comment est-ce que ça se passe une fois que vous êtes en contact avec qui vous parlez? Est-ce que vous parlez avec l'athlète directement, avec son agent? Explique-nous un peu tout ça. Ça dépend de l'athlète. Tu vois, il y en a beaucoup qui nous contactent. D'ailleurs, nous, on a même mis sur notre site une rubrique sponsoring pour ceux qui veulent être démarchés. Mais par exemple, nous, à l'origine, on voulait Benoît Saint-Denis. Et du coup, on l'a contacté directement. Mais donc, on est passé par sa femme, Laura, parce que c'est elle qui gère tous les contacts. Et en fait, c'est elle qui nous a redirigés vers Romain Debienne. Donc, elle nous a filé le contact, tout ça. On l'a contacté et on est allé le voir. Donc, généralement, il y a un agent. Dès que c'est des gros combattants, il y a un agent ou il y a un entre-deux. D'accord.
j'ai posé la question avec Tom, hein, avec qui j'ai enregistré un podcast juste avant. Donc, j'ai eu la vision de l'athlète, la vision maintenant du représentant d'une marque. Selon toi, qu'est-ce qu'un athlète va aller chercher dans un sponsor, au-delà du financier, évidemment? Au-delà du financier, je pense qu'il veut, il veut un bel équipement et peut-être qu'il soit un peu à son image. Tu vois, si tu es un peu classe, tu as envie d'un bon équipement. Et puis, je pense aussi de l'équipement qui va bien te protéger. Tu vois, parce que si tu dois t'entraîner tous les jours avec l'équipement d'une marque et que en fait, il ne te protège pas bien et que tu vas te blesser, c'est du temps perdu. Et puis surtout, ça peut te ruiner ta carrière. Tu vois. Donc, un bon équipement et de l'élégance. Super. Tout ce qu'on peut retrouver dans vos produits Je au fais ma final. propre promo. Et comment vous alimentez la relation que vous avez avec un athlète qui va être signé chez vous? Est-ce que vous lui parlez souvent? Est-ce que déjà pour vous, c'est important d'entretenir voilà, un lien qui va au-delà du professionnel avec le gars qui représente votre marque? Ouais, bien sûr. Après, si tu prends Romain Debienne, on s'est revu pas mal de fois. On essaie de faire plusieurs événements et puis de les recouper et puis surtout de les voir. En général, il y a une partie pro quand on fait le tournage et ensuite on va se boire un coup, on rigole. Ou en général, ce que nous on fait, et c'est souvent moi qui passe, c'est on se bat avec. D'accord. Voilà, donc tu vois, Bafodega Sama qui fait 110 kilos, quand tu spares avec lui, tu t'en sors pas indemne. Quoi. Et qui alors les athlètes avec qui t'as tourné qui t'ont fait le plus de mal? Non, en fait, j'avais fait une journée où le matin, j'ai fait Bafodega Sama et l'après-midi, j'ai fait Cyril Huillard. C'est l'ancien champion de Thaïlande. Là. Et j'avais mal après. Ah, tu m'étonnes. Et cette journée, elle était horrible. Tu m'étonnes. Le sponsoring, pour toi, tu le vois plus comme un levier long ou court terme pour le développement de lanceurs? Ça dépend, évidemment. Idéalement, j'aimerais quelque chose de long, avec un athlète qui fait que de monter, et forcément, c'est top. Le problème, c'est que en fait, il y en a plein des combattants qui arrêtent déjà, ou qui se blessent. Et du coup, toi, en tant que marque, tu peux pas te permettre de prendre des pauses de 6 mois. Tu vois, c'est une perte énorme. Donc, tu es obligé de après passer sur un autre athlète ou avoir plusieurs athlètes. Donc, idéalement long, mais en général, c'est 1 an, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est un argument, pour être honnête, que j'avais jamais entendu. Et on peut pas se permettre de s'arrêter pendant 6 mois, parce que c'est vrai, tu as déjà peut-être entendu des athlètes dire oui, lorsque je perds, il y a les sponsors qui lâchent, etc. Encore une fois, il y a une réalité économique qui est existante. Alors oui, pour l'athlète qui, on sait, va avoir du mal à gagner sa vie, parce que malheureusement, les primes sont pas encore assez conséquentes, mais cette réalité économique elle existe aussi pour la boîte. Donc c'est un élément de réponse super intéressant que tu amènes. Parlant de justement cette image, les performances, est-ce que tu penses qu'un athlète dont seule l'image est, on va dire, vraiment intéressante, est-ce que pour toi c'est pertinent de travailler avec lui, ou il faut aussi que la performance suive derrière? J'ai un bon exemple pour ça. Tu vois, j'ai Thomas Roméo, donc le fils de personne qui est un peu qui combat, mais qui est plutôt sur l'humour. Un ancien militaire aussi. Et en fait, c'est lui qui m'a apporté le plus de ventes, tu vois, sur la marque. Alors que c'est même pas un combattant. Donc, en fait, la notoriété, ça reste quand même l'aspect principal sur la vente de produits. Après, c'est sûr que quand tout dépend du combattant. Tu vois, en fait, tu peux avoir un combattant qui gagne tout, et pourtant personne n'en veut. Bon, je vais faire, ça va faire jaser, mais Tchétchène, Borz. Ouais. Son surnom. Tu vois pas? Qui ça? Champion, là. Ah, Ramzat. Khamzat Chimaev. Tu vois, avant qu'il soit champion, là, il faisait que gagner. Mais en fait, il n'y a personne qui a envie d'être son sponsor parce que les combats sont pas forcément fun. Et en fait, c'est de la domination au sol où tu peux même faire pire. Mokaev, pareil, il faisait que de gagner et le mec, il s'est fait expulser de l'UFC. Donc imagine, tu mets tes pions sur lui, il fait que de gagner et au final, il se fait expulser de l'UFC. Il n'a pas une image super. Et donc, tu as tout misé sur un gagnant et en fait, toi, tu n'as pas de retour. Donc, vraiment, la notoriété, c'est quelque chose de très, très important. Et surtout, l'image de l'athlète. Qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce qu'il dit dans ses interviews?
Tu vois, il suffit que le mec, parce qu'il y a plein de combattants qui frappent leur femme, et il finit en tôle, mais en fait, ça te détruit la marque. Tu vois, si c'était ton athlète sponsor principal, et le mec, il a une plainte pour viol, bah, c'est mort, quoi. Ton image, elle est pourrie. Évidemment. Ça, vous le faites en interne, justement, tout ce travail-là de recherche, comme tu dis, aller regarder les interviews, regarder les combats du gars, voir aussi, alors c'est pas palpable de manière concrète, mais la vie publique aussi, parce que c'est ce qui compte au final. Vous le faites en interne, vous, ou vous la déléguez cette partie-là? Non, bien sûr, on le fait en interne. Le truc, c'est que, à part pour les tout petits athlètes qui, évidemment, ils n'ont pas encore d'image, ils n'ont pas encore plein d'interviews, tout ça. Mais pour les gros athlètes, ouais, on regarde tout. Et puis souvent, en général, on est un peu fan. Tu vois, nous, on regarde énormément de combats. Donc, tu vois, quand on voit des Yohan MMA, tout ça, ou des Romain de Bienne, bah, tu vois, on avait regardé déjà tout son historique et puis on connaissait bien Daniel Warin. Ok, super intéressant. J'avais une question, c'est comment est-ce que vous mesurez le retour sur investissement dans un partenariat? Alors évidemment, tu as la partie financière, tu as répondu aussi la partie médiatique. Ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Le mec, s'il pète, bah, toi, théoriquement, tu pètes avec lui en tant que sponsor. Si derrière, il y a un shitstorm, là, comme c'est le mot un peu à la mode, un shitstorm, ou je sais pas comment ils disent, ou un drama autour du gars, vous le payez aussi. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent vous permettre de mesurer le retour sur investissement, ou c'est vraiment les deux uniques? Non, il y a un léger autre indicateur, et je le donnerai par exemple Romain de Bienne. Il présente super bien. Tu vois, même s'il n'arrive pas toujours à l'heure quand on lui donne des rendez-vous, le mec, dès qu'il fait un truc, il le prend super au sérieux. Il se donne à fond sur le sac quand on le filme, tout. Enfin, le mec, il est nickel à l'image, tu vois. Donc forcément, les vidéos, quand il y a lui dedans, tout de suite, c'est nickel. Tu vois, et ça, parfois, tu as des combattants qui vont être potentiellement meilleurs, mais devant la caméra, ils perdent un peu leurs moyens, ou alors c'est pas forcément beau le truc. Je repense même à Ronda Rousey, tu vois, quand elle faisait son shadowboxing, bah, tu vois, c'était humiliant. Tu parles de la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, là? Et où elle fait comme ça. Ouais, bon. Depuis tout à l'heure, là, tu parles des athlètes des athlètes et personnes avec qui vous avez pu bosser, Romain de Bienne, le fils de personne, Johan Salvador. Question un peu plus fun. Est-ce que tu peux me citer un athlète de rêve avec lequel tu aimerais collaborer et me dire pourquoi? Et je vais te mettre un peu au challenge, ne me dis pas un champion UFC actuel parce que c'est trop facile. Si tu peux avoir un petit côté un peu scouting, miser sur l'avenir, ça peut être cool. Ah, en scouting, parce que là, évidemment, j'allais te dire Benoît Saint-Denis. Voilà. Mais le truc, c'est que nous, Benoît Saint-Denis, on le suivait en 2022. Et c'est sûr que Benoît Saint-Denis, enfin même c'était 2021, entre 2021, 2022 et maintenant, bah, je veux dire, maintenant il est top 5, donc forcément tout le monde le veut. Mais à l'époque, il n'était pas aussi gros, tu vois. C'était un peu comme William Gomis maintenant, tu vois, ou peut-être même encore moins Axel Sola, tu vois. Donc Axel Sola, ouais, ça pourrait être un peu un personnage intéressant parce qu'il représente bien la marque, il est du Sud aussi. Et puis après, il y a Thomas, ton Thomas. Mais sinon, évidemment, Benoît Saint-Denis, nous, c'était, tu vois, l'image de marque, ancien militaire, il a fait 5 ans comme nous. Le mec, il est nickel dans les interviews, il est droit. Tu peux pas rêver de mieux, quoi, quand tu cherches un ça aurait même été limite logique que Benoît Saint-Denis crée cette marque-là, en réalité. Carrément. Après, je sais que Laura, sa femme, crée pas mal de trucs, tu vois, mais maintenant qu'il est à l'UFC, Venom, là, tu pourras pas faire de partenariat. Après, si t'es pas une marque d'équipement de combat, tu peux faire, tu vois, il a proposé pas mal de trucs, des montres. Ouais. Ou alors Benoît Saint-Denis qui entre au capital de lanceur, pourquoi pas? Bientôt. Ce serait une idée de concrétiser le partenariat. Écoute Souleymane, j'arrive au bout des questions que j'avais à te poser. Un échange super intéressant, je te remercie pour ta disponibilité. Les 2 dernières questions de fin, je vais les poser à tous les invités, donc tu vas pas y échapper. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les 6 prochains mois? 6 prochains mois, bah écoute, on a les gants MMA qui vont sortir, donc une réussite de départ pour les gants MMA. Parfait. La dernière question, tu as la caméra juste ici. Tu vas bien mettre ton micro devant la bouche pour qu'on t'entende. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, un petit message inspirant, motivant, une citation, un conseil ou autre? On t'écoute, la parole est à toi Souleymane. Une seule citation, l'ambition se porte, ambitio ferri. Et c'est juste là.
Il est très 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 bon. Je m'attendais pas du tout à ce happening. Félicitations. Merci beaucoup Soleiman. Merci à vous qui avez regardé ou simplement écouté ce podcast. Et bah écoutez, allez jeter un coup d'œil à la boutique Lanceur. Il y a de très très belles choses qui arrivent, validées par le host, comme on dit, du podcast, le Walkout. C'est forcément de la qualité. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Tous les liens seront en description. On s'abonne, on like, on partage. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous.